grand débat et on a plein d'infos sur la réforme des retraites. Il est 8h37. Nous sommes avec Emmanuel Soufi, journaliste au service politique du JDD en charge des questions sociales, Valérie Batting, présidente de Sapiendo, notamment un outil de gestion de la retraite, et puis Gaël Slimane, cofondateur et président d'Odoxa, qui nous présente sa dernière édition de notre baromètre que, là encore, le monde nous envie, forcément, Gaël. Avec ce matin, c'est mal parti, en tout cas, sur le terrain de l'opinion publique, cette réforme des retraites. Expliquez-nous. Alors c'est pas nouveau, on sait depuis des années, on a d'ailleurs avec Groupama et Sapiendo réalisé un baromètre très complet sur les retraites qui est fait annuellement. On le sait depuis longtemps, les Français sont hostiles à toute réforme consistant à augmenter l'âge de départ à la retraite. En tout cas, à chaque fois qu'il y en a une, ils y étaient opposés. Et à chaque fois qu'on a testé le report de l'âge légal à 64 ou à 65 ans, on a vu qu'ils y étaient opposés. Cette fois, dans notre baromètre économique avec vous, BFM, Challenge et la JP, on a souhaité mesurer quelle serait l'attitude des Français par rapport à une surprise potentielle. Puisqu'on a laissé planer le doute sur les annonces d'Elisabeth Borne aujourd'hui. Et si, finalement, elle annonçait un report à seulement 64 ou même peut-être à seulement 63 ans, comme certains le réclament, est-ce que les Français seraient prêts à l'accepter? La réponse est non. Quel que soit le report de l'âge légal qui serait proposé, on a une très large majorité de nos concitoyens qui s'y disent hostiles. On est à 70% si on repousse à 63 ans, on est à 80% si c'est un report à 64 ans, et on est à 83% si c'est un report à 65 ans. Si on cumule le tout report serait refusé par plus de 6 Français sur 10, donc ça va être très compliqué. Ça, c'est pour l'âge. Mais on a aussi des questions plus fondamentales, des sujets plus fondamentaux, pardon. On a un problème de défiance. Sur les questions de retraite, il est capital de susciter un maximum de confiance dans l'opinion. Que les gens se disent, on va mener une réforme efficace et juste. Et là, le problème, c'est que 7 Français sur 10 nous disent, je ne crois pas Emmanuel Macron et son gouvernement capables de proposer une réforme efficace et pérenne. Et 72% nous disent, je ne pense pas qu'ils soient capables de proposer une mesure qui serait juste socialement. Emmanuel Soufi, c'est bien, c'est un peu comme les syndicats. Tout le monde est contre le report de l'âge à la retraite. On est un peu sur la même veine, sauf la CPME qu'on a eue à l'instant avec Joël Duménil, qui lui achète quasiment tout le projet. Bien sûr, alors tout le monde est contre. Ça dépend de quel côté vous vous placez. Alors effectivement, côté gauche, opposition à gauche, extrême gauche, et puis côté syndicat. Mais si vous prenez la droite, donc les Républicains, et si vous prenez aussi effectivement le patronat, qui est assez silencieux, discret en tous les cas depuis ces dernières semaines, MEDEF et CPME, au contraire, eux sont favorables à un recul de l'âge d'ouverture des droits, donc de départ. Alors ça se comprend, c'est-à-dire que voilà, Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, mais aussi celui de son homologue de la CPME, il regarde l'endettement de la France qui de plus en plus en fait grossit, même si généralement, ces dernières semaines on l'a vu aussi, c'était cette dette, c'était pour soutenir des mesures en faveur des entreprises. Il n'empêche que, voilà, on sait que travailler plus longtemps, ça permet aussi de ramener davantage de finances publiques. Donc c'est aussi un souci du côté du patronat. Alors il y aura quand même, au-delà de cette mesure d'âge à 64 ans et l'allongement du nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite, il y aura quand même des mesures de compensation. On en a parlé ce matin. Il y aura celle sur la pénibilité, il y aura celle sur les carrières longues, où là aussi un effort va être fait. Puis il y aura celle aussi sur le minimum vieillesse qui va être porté à 1 200 €. Et on a appris tout à l'heure avec effectivement notre invité que ça allait être élargi sans doute aux petits patrons, aux artisans. C'est une mesure importante, c'est 1 200 € pour tout le monde. Alors c'est une mesure très importante. Pardon, Valérie Batting. C'est une mesure très importante parce que les minimums sociaux touchent, le minimum de retraite, énormément de personnes. Il y a plus de 5 millions de personnes en France qui touchent moins de 1 000 € de retraite par mois. Donc en volume de personnes impactées par cette réforme, c'est très important. Maintenant, en matière de minimum, il faut faire très attention. Le diable se cache dans les détails et les seuils annoncés concerne des carrières complètes. Or, beaucoup de personnes qui touchent les minimums n'ont pas de carrière complète. Donc, il faut faire attention aux effets d'annonce. Il faut vraiment aller voir dans le détail pour voir à titre individuel, est-ce que je vais pouvoir toucher ces 1 200 ou pas. Et alors, Emmanuel Soufi, tout à l'heure, le secrétaire général de la CGPME nous dit, de la CPME, pardon, nous dit, ça sera peut-être rétroactif sur les retraités.
le stock. Et vous nous dites, vous, ce matin, que effectivement, ça pourrait être étendu non seulement aux petits patrons, mais à tous les salariés, à tout le stock de retraités actuels. Ça serait une mesure, en fait, pour essayer d'emporter l'adhésion de la population. En fait, le souci aujourd'hui du gouvernement, c'est d'avoir de rééquilibrer sa réforme. Ouais. Vous le disiez, les Français sont attachés, ok, pour des efforts, mais des efforts qui vont soit nous être bénéfiques, soit vont être partagés. Bon, les efforts, on voit que l'essentiel de la réforme, le travailler plus, repose sur les actifs, c'est-à-dire sur ceux qui travaillent aujourd'hui. C'est eux qui vont devoir travailler davantage. Il n'y a pas d'effort du côté des retraités, il n'y a pas d'effort du côté des entreprises. On ne baisse pas les pensions, et c'est sans doute une mesure aussi de justice sociale. Voilà, on n'augmente pas les cotisations. Et on n'augmente pas les cotisations, que ce soit du côté des entreprises ou du côté des salariés. Donc c'est vraiment, faut voir aujourd'hui, l'effort 100% est fait par ceux qui travaillent, vous, moi, et surtout les futures générations. Donc le souci, c'est d'essayer de dire, vous allez travailler plus, mais en même temps, ça va permettre de financer des mesures de justice sociale, des mesures d'équité, et notamment ce minimum contributif. Et une petite précision, sur les 5 millions de retraités qui touchent moins de 1 000 € par mois, vous n'en avez que 1,8 million qui touchent ce fameux minimum contributif parce qu'ils ont une carrière et parce que la condition sine qua non, c'est d'avoir tous ces trimestres, c'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé à temps partiel, notamment beaucoup de femmes, souvent, elles ne remplissent pas ces critères-là. C'est ça le vrai problème, c'est les carrières hachées. C'est les carrières hachées, c'est le fait de commencer à travailler tard, d'enchaîner des CDD, d'enchaîner des stages, d'enchaîner en fait des postes qui ne vous permettent pas, en fait, qui ne vous donnent pas droit à cotisation, qui ne donnent pas droit à la retraite. Mais vous nous dites comme ce matin que selon vos informations, ça pourrait quand même être... Ça va être la monnaie d'échange en fait. Aujourd'hui, l'enjeu pour le gouvernement, c'est d'éviter un 49.3. Alors, il peut le faire constitutionnellement. LR a demandé le stock. Éric Ciotti, dans le JDD ce week-end, montre bien, une de ses exigences, en tous les cas, une de ses conditions pour toper la main avec le gouvernement sur cette réforme, à laquelle ils sont favorables. C'est ce qu'ils demandent quand même depuis des années, d'avoir un âge de départ à 64 ans. Une de leurs conditions, c'est justement que ce minimum contributif s'applique à tout le monde et pas simplement à ceux qui seront à la retraite à partir de l'été prochain. Et c'est un coût supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros. J'ai envie de vous dire, pour un effort politique et social, c'est peu de choses par rapport à tout ce qu'on a pu distribuer par le passé. Ça m'inspire quand même deux choses, ce qu'on dit là sur les retraites et qu'on mesure depuis un moment, c'est la question de la manière de présenter les choses. Le sujet de la communication autour de ce que l'on fait. Deux éléments d'abord. Il y a deux arguments qui sont souvent mis en avant. Vous en avez évoqué un que le gouvernement a mis en avant pendant un moment, qui est il faut faire cette réforme parce que ça va garantir notre système de retraite par répartition. Ça paraît logique comme argument. Et un autre argument, il faut faire cette réforme parce qu'elle va nous permettre de réduire les déficits publics en France. Ce qui est vrai. Le problème, c'est que cet argument-là ne passe pas dans l'opinion. Il faudra faire attention au choix des mots pour Elisabeth Borne, parce que 58% des Français nous disent si vous me vendez cette réforme pour ça, je ne marche pas. Pour financer autre chose. Est-ce que c'est à cause du quoi qu'il en coûte? C'est-à-dire qu'on a tellement dépensé qu'en fait, dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse des efforts, ça passe plus, quoi. Les deux, c'est-à-dire que déjà, par principe, vous l'avez dit l'un et l'autre en fait, par principe, les gens ne voient pas le rapport, il faut quand même l'expliquer le rapport. Donc sinon, ils se disent, mais attendez, c'est une réforme pour les retraites ou pour les déficits, je ne comprends pas. Bon, et deuxièmement, le quoi qu'il en coûte est passé par là, et donc on se dit, mais attendez, pour quelque chose d'aussi précieux que mes retraites, quelque chose à quoi je suis tant attaché, on n'est pas prêt à faire les efforts qu'on a fait par ailleurs. Et deuxième élément, ce qu'on dit sur les carrières hachées, les carrières longues, Valérie Batigne pourrait en parler mieux que moi, mais quand on fait ce baromètre très important sur la retraite avec Groupama et Sapiendo tous les ans, on mesure des choses spectaculaires sur la retraite des femmes, et notamment le fait que 47% d'entre elles, une femme sur deux aujourd'hui en stock en France, a pâti d'une carrière hachée, et donc se retrouve lésée par rapport à son mari en termes de montant de retraite et en termes d'âge de départ. Donc là-dessus, il y a une communication à faire aussi pour dire je ne fais pas que vous prendre des choses, dans cette réforme, je vous en apporte aussi. Sur la communication, Valérie Batigne, il faut quand même qu'on reparle des rapports du corps, parce que là, quand on les regarde, en fait, plus on les regarde et plus on les regarde dans le temps, et moins on y comprend quelque chose sur la nécessité, parce que ça varie en fait un rapport du corps en fonction des années. Le rapport du corps, il y a des centaines de pages, vous les remarquez à chaque fois, et des centaines de calculs dans des centaines d'hypothèses. Bah oui. Il y a 4 conventions
conventions, c'est-à-dire 4 façons de compter le déficit. Et à l'intérieur de chaque convention, il y a 3 hypothèses de taux de chômage, de croissance de la productivité et de taux de fécondité. On peut faire son marché, quoi. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui est fait. Ouais. Un rapport du corps, vous avez la moitié qui dit qu'il faut réformer, l'autre moitié il ne faut pas réformer. Déjà en 2021-2022, les retraites étaient excédentaires, donc les opposants à la réforme disent regardez, c'est excédentaire. Pas de recul et regardez la démographie. La démographie, c'est simple au moins. Donc, on prend des statistiques INSEE et on regarde. C'est des âges. Donc là, c'est quand même édifiant. Si vous regardez le nombre de personnes qui ont entre 20 et 64 ans, entre aujourd'hui et 2040, 18 ans, il reste stable ce nombre. C'est 37,5 millions. Par rapport à ce nombre, vous regardez le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans. Lui, il augmente de 33%, c'est-à-dire c'est plus de 14 millions aujourd'hui. Donc c'est clair. Ce sera 19 millions dans 18 ans. Il y a 5 millions de personnes en plus qui auront plus de 65 ans. Ouais. Et comme on est une retraite par répartition qu'il faudra payer donc aujourd'hui. il faut quand même revenir au basique. Si on regarde la démographie, il y a quand même un gros problème. Donc moi, voilà, il faut parler démographie. Après, face à ce choc démographique, c'est vraiment un choc. Moi, je dis souvent, c'est même un tsunami démographique. C'est 5 millions de personnes en plus à financer d'ici 18 ans, fin 2040, et ça ne fait qu'empirer au fil des ans. Donc il y a des évolutions à faire. Alors les évolutions, lesquelles, ça c'est tout le débat politique, hein. Mais si on regarde la démographie, ben quand même, c'est clair. C'est clair. Valérie Betting, c'est intéressant parce qu'il y a des pays qui justement indexent l'âge de départ à la retraite justement à l'évolution de la pyramide des âges. Par exemple, au Danemark, on sait déjà que... Sur l'espérance de vie plutôt. Sur l'espérance de vie, Et ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que vous avez le critère de l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Or, aujourd'hui, on voit qu'en Europe et notamment en France, c'est un argument des syndicats d'ailleurs, l'espérance de vie en bonne santé est en train de décrocher en France. Donc, plus vous raccourcissez le temps de retraite, plus en fait, cette capacité à vivre des années 10, 15 ou 20 ans en bonne santé est en train de régresser légèrement en France. Pas d'accord. Non, c'est moi, Emmanuel Soufi. Oui, c'est Valérie Betting. L'espérance de vie en bonne santé augmente quand même dans tous les pays européens, grosso modo, peut-être moins vite que... Voilà. Mais il y a un problème démographique, donc... Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc là, il y a plein de réponses politiques, hein, il faut choisir lesquelles. Hein. Mais bon, voilà, au moins la démographie, c'est plus clair que le montant des déficits qu'on peine à compter. C'est quand même la réalité. C'est pour ça que le meilleur argument, c'est cet argument-là, arithmétique, que les gens peuvent comprendre. Mais, vous l'avez dit, une fois qu'on a dit ça, il y a des arbitrages à faire. Comment fait-on? Et les Français ne sont pas complètement idiots. Sur l'affaire de on est plus nombreux à vivre plus vieux et donc les équilibres ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ou 50 ans où on avait 4 actifs pour un retraité, ça ils le comprennent. Mais il y a une réponse qui existe, qui est l'augmentation de la durée de cotisation. Et dans tous les sondages que nous avons réalisés, les gens nous disent ça nous embête, on aimerait mieux éviter, mais on peut comprendre et accepter une augmentation de la durée de cotisation. En revanche, une augmentation de l'âge légal, il y a juste un choc psychologique pour les gens qui disent mais attendez, expliquez-moi comment celui qui a commencé à bosser à 20 ans, 21 ans, 22 ans, il est censé partir au même âge légal que celui qui a commencé à bosser à 28, 29 ou 30 ans, qui souvent était d'un milieu plus aisé et qui a pu faire des études supérieures et qui exercera en général une fonction de cadre supérieur et qui du coup aura une espérance de vie plus grande. Donc c'est cette mécanique-là aussi qu'il faut expliquer. Pourquoi ce choix de l'âge plutôt que celui de la durée de cotisation? Ouais. Allez-y, Valérie Berti. Et d'ailleurs, il a entendu ça, hein, puisqu'il est revenu avec une seconde proposition. Je rabaisse de 65 à 64 ans l'âge légal minimum. Et en contrepartie, c'est une grosse contrepartie, j'accélère la réforme Touraine. Donc il faut bien voir que ce sera un peu compliqué pour les Français, parce qu'il y aura 2 curseurs qui vont bouger et qui vont bouger en parallèle. Et chacun va vivre sa vie. Donc il y aura le curseur de l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel j'ai le droit de partir, et il y a le curseur du nombre de trimestres qu'il me faut avoir pour avoir le taux plein, c'est-à-dire pas de décote, qui va aussi vivre sa vie et de façon beaucoup plus accélérée. Curseur qui progresse très vite. Hein. Oui, et je dirais que l'originalité de cette réforme, c'est qu'elle va s'appliquer très vite, beaucoup plus vite que toutes les autres réformes, parce que déjà ceux qui ont 61 ans aujourd'hui, donc qui avaient fait leur plan, ils vont devoir modifier leur plan. Et ça, c'est assez inédit. C'est assez inédit, et ce sera assez difficile pour les Français de s'y retrouver, parce qu'ils vont devoir
voir en parallèle les deux curseurs. C'est curieux d'ailleurs, Gaël, parce que normalement, dans la réforme précédente qui a échoué, du premier quinquennat, justement, on laissait du temps aux gens pour s'habituer à l'idée. Là, c'est boum tout de suite. Hein. Puis c'était simple. C'est-à-dire que, enfin, c'était simple, c'était moins compliqué. C'est aussi quelque chose qui agace beaucoup les gens, cette histoire du double. On compare beaucoup la France à nos voisins européens. Je crois qu'on a une forme de singularité. Dans la plupart des pays, on fait un choix simple. C'est l'âge, parfois c'est la durée de cotisation, mais le mix des deux est compliqué. Et ce qui est très intéressant quand on regarde les enquêtes, c'est qu'une des catégories les plus favorables à toutes les réformes des retraites, systématiquement, ce sont les plus de 65 ans, les gens qui sont déjà à la retraite. C'est un petit peu égoïste. Et puis ceux qui sont les plus hostiles, eh ben c'est très simple, c'est les gens qui ont entre 50 et 64 ans, ceux que décrivait Valérie Bating, qui voient l'horizon, qui voient la quille, ils se disent ça y est, ça va être éloigné, je vais pouvoir y aller, et on leur dit maintenant finalement ça va être repoussé de quelques mois. Il y a 2 arbitrages, Emmanuel Soufi, que nous a donné Jean-Hugues Duménil à l'instant sur BFM Business, et il nous expliquait qu'il n'y aurait pas de baisse de cotisation pour les seniors qu'on garde dans l'entreprise, et puis... C'était une demande du patronat. C'était une demande du patronat, ça c'est clairement, c'était pas possible. Ouais, non, faut pas... Enfin, vous voyez, il y a quand même une réalité en France, c'est-à-dire que vous avez un actif sur 2, donc une personne sur 2 qui travaille et qui arrive à la retraite et qui est sans emploi. Donc soit elle est au chômage, soit elle est inapte, soit elle est en invalidité. Donc il y a aussi quand même quelque part un changement de mentalité à faire du côté des entreprises. Ah oui, mais justement, baisser les cotisations, donc demander, dire voilà, que les chefs d'entreprise demandent une baisse de cotisation parce qu'ils gardent leurs seniors dans l'emploi ou parce qu'ils en embauchent. Pardonnez-moi, je pense que, enfin voilà, à un moment donné, c'est que trop longtemps, il y a une espèce de contrat social, mais y compris du côté des sexagénaires, des quinquagénaires, de dire, bon bah écoutez, à 58, 59 ans, on fait une transaction, et puis vous avez 3 ans de chômage devant vous, parce que ça c'était avant, vous savez, tout ça cogne avec la réforme de l'assurance chômage, où vous aviez 36 mois de couverture, ça c'est terminé, ils prennent aussi un quart de baisse de la durée d'indemnisation dans le cadre de la future réforme. Donc du coup ça c'est plus possible d'avoir cette espèce de mano à mano, je m'en vais, l'assurance chômage financera ensuite le matelas jusqu'à mon départ à la retraite, ça c'est terminé. Donc voilà, pour les chefs d'entreprise, en tous les cas, ces gens me coûtent trop cher. Oui, ils coûtent trop cher, mais enfin non, ça coûte pas trop cher, parce que quand vous avez un senior dans une entreprise, il a aussi son expertise, son expérience, il apprend des choses à ceux qui arrivent dans l'entreprise. Donc voilà, c'est valoriser des carrières qui trop longtemps ont été dévalorisées et ont été en fait la variable d'ajustement des effectifs. Vous pouvez comprendre l'argument du patron, c'est de dire moi je veux bien les garder davantage, mais s'ils me coûtent moins cher, donc on baisse les cotisations. Ils vous rapportent autant. Moi c'est une logique. Enfin, vous voyez, les entreprises qui aujourd'hui, que ce soit la CPME ou le MEDEF, qui estiment que les finances publiques sont dans un tel désastre qu'il faut arrêter le robinet, du quoi qu'il en coûte mieux, qui en plus demandent à chaque fois des financements de mesures supplémentaires, c'est assez schizophrénique. Le mot de la fin. C'est pour ça qu'il faudra faire attention aux dispositifs de fin de carrière qui vont être proposés à aménager, comme la retraite progressive. Oui, parce que il y a plein de solutions qui existent pour ça, et il faudra faire très attention à ces mesures-là. Sans doute dans les annonces de ce soir, la possibilité pour les retraités qui continuent à travailler en parallèle de bénéficier des cotisations vieillesse pour augmenter leur future retraite. Cumul emploi-retraite, ça c'est une mesure assez intéressante et incitative. Voilà, il faudra faire attention à tous ces petits à côté qui risquent d'être fondamentaux. Rendez-vous toute la journée sur BFM Business.